21h30. Aux armes! Aux armes! Les tirailleurs se précipitent aux murettes. Les dissidents se sont rassemblés face à notre front sud. Aucun n'a fui. Dans le camp, le silence est absolu. Mais l'énervement est sensible. Qu'on en finisse! Tout à coup, les femmes poussent des cris effrayants, des you-you dont le rythme se précipite. On entend « À mort, chien, on vous tient !» et ils s'élancent. Notre réplique est brutale, intense, immédiate. Grenades, mortiers, mitrailleuses, tout part à la fois. Nous sommes au milieu d'un feu d'artifice. Au matin, nous avons repoussé 2 assauts. Les officiers fouillent le terrain à la jumelle. Personne. Le lieutenant Barou revient de reconnaissance. « Qu'est-ce qu'ils ont pris? Ça, c'est du beau travail, mon commandant. Il y a du sang partout. » À chaque pas, des flaques de sang sur les pierres, sur les feuilles, sur la terre où elles font des taches noires. On dirait qu'on a saigné des bœufs. Un chapelet nage au milieu du sang. Un véritable ruisselet noir part de là et coule dans les rochers. Plus loin, un morceau de crâne est plaqué contre un arbre. Mais pas un cadavre, pas un blessé. À la faveur de la nuit, les dissidents les ont tous enlevés. On suit la trace sur le sentier qui descend, le passage des blessés et des morts. Pour ceux qui en douteraient, la colonisation du Maroc par la France au début du XXe siècle ne fut pas du beau travail. Elle fut impitoyable. Et lorsque la conquête des âmes et des cœurs chers à Lyautey se fut heurtée à un mur résolument hostile, c'est avec l'armée d'Afrique et par la force des armes que le protectorat parvint à asseoir son autorité et imposer la dite pacification. En fait, une guerre sans pitié contre des résistants qui refusaient d'être pacifiés. On va les affubler de tous les noms, dissidents, pillards, salopards, fanatiques. La conquête sera très longue, pas moins de 22 ans, et très difficile. 30 à 40 000 morts côté français et Marzenne, l'état central marocain. 5 à 10 fois plus chez les résistants. Les combats furent aussi acharnés que désespérés. Mais curieusement, et c'est là où je veux en venir, des pans entiers de cette histoire héroïque sont maintenant passés au Maroc totalement sous silence. Un des combats les plus fameux, engagé au sud dans le massif du Sahara, par une poignée d'irréductibles, maintenant presque oubliés, fut proprement épique. C'était en 1933. 1933, en plein hiver. Ces combats, qu'on qualifie d'asymétriques, opposèrent d'un côté le Marzen français, 60 000 hommes de troupes puissamment armés, et de l'autre, 1 millier de familles retranchées dans des jebels imprenables et résistant 3 mois durant à un déluge de feu. L'idée m'est donc venue d'aller voir sur place, 80 ans après, le théâtre des opérations. Mais profitons du voyage pour rappeler le contexte historique. Au tournant du XIXe siècle, le Maroc vit une période troublée sur fond de crise dynastique qui aiguise les appétits des puissances étrangères. L'acte d'Algésiras de 1906 marque la fin de l'indépendance de l'Empire chérifien et le début de la pénétration militaire espagnole et française. Les Français débarquent à Casablanca au prétexte de protéger leurs ressortissants et restaurer la sécurité. Et ce avec un corps expéditionnaire de quelques milliers d'hommes, bataillons coloniaux, tirailleurs algériens, spahis, 4000 en 1908, 8000 en 1911. Le sultan Moulay Hafid, sans ressources et dans l'incapacité de se payer une armée solide, est de plus en plus isolé. Contraint et forcé, il signe alors le traité du protectorat en 1912 qui ouvre le Maroc à la colonisation. Mais, accusé par la population d'avoir vendu le pays aux Roumi, les chrétiens, il abdique. Remplacé par son frère Moulay Youssef, qu'on installe à Rabat, sans réel pouvoir. On lui laisse les affaires religieuses. C'est le protectorat, très protecteur. Ainsi légalisée aux yeux de la communauté internationale, cette conquête coloniale, appelée aimablement la pacification, se fait au nom du sultan afin de l'aider, dit-on, à asseoir son autorité sur l'ensemble de son empire. Le Maroc des villes et des plaines est facilement conquis, les grands caïds sont vite gagnés à la cause, et on utilise les tribus soumises contre celles qui ne le sont pas en mettant à profit les rivalités de clans. Dès 1918, tout ce qui est rose ou rouge sur la carte est déjà conquis. Mais pour le reste du pays, c'est une autre histoire. La résistance se durcit dans les campagnes, notamment dans les montagnes et les régions arides habitées par des tribus turbulentes, farouchement jalouses de leur liberté, souvent en dissidence. C'est le fameux Bled Siba.
L'armée d'Afrique est alors jetée dans la bataille. Elle est au début surtout constituée de troupes dites régulières, composées d'unités étrangères, menées par des officiers français, auxquels s'ajoutent progressivement de nombreuses forces supplétives, composées de recrues marocaines, pour compter un total de 50 000 hommes en 1912 et près de 400 000 pendant la guerre du Rif 10 ans plus tard. Qui sont donc ces nombreux supplétifs marocains? Commandés par des officiers français des affaires indigènes, ce sont des contingents de Morazni, les troupes du sultan, ainsi que des goumiers et des partisans recrutés pour les opérations. Un goum est composé de 150 à 200 goumiers, à pied ou à cheval, qui ne servent que dans les contrées où ils ont été recrutés. Ces guerriers à la djellaba de laine, comme on les appelle, s'engagent en général sans état d'âme, ayant une vague idée de ce qu'est l'identité marocaine. Mais ils se battent sous commandement français pour le compte du sultan. En vérité, ils aiment certes le baroud, la bagarre, et ce sont des guerriers nés. Mais ils sont d'abord motivés par le gain, car en signant pour un an, ils touchent une prime modeste, et bien que devant assurer leur propre subsistance, ils profitent du butin, la razzia, en fin de combat, c'est-à-dire les troupeaux, les montures et les pauvres dépouilles des vaincus laissés sur le champ de bataille. Au poste, le goumier construit sa keshla, et il peut y vivre en famille. En opération, ils connaissent remarquablement le terrain et sont chargés de conquérir le territoire, tandis que les troupes régulières, zouaves, spahis, légions, tirailleurs algériens, viennent derrière l'occuper dans un second temps. Les goums sont ainsi très vite considérés comme des corps d'élite, très sûrs, dont les officiers des affaires indigènes qui les commandent font l'éloge, mais très exposés, ils subissent de lourdes pertes. Les partisans, quant à eux, sont recrutés à chaud et sur place, pour une opération précise qui jette en première ligne ces nouvelles recrues. Rapidement équipés, fusils à baïonnettes, ils se battent contre leurs voisins qui, à un moment ou un autre des périodes précédentes, ont été leurs ennemis. En vérité, il se passe au Maroc un phénomène unique dans les annales coloniales françaises. Tribu après tribu, ces combattants qui, dans un premier temps, ont attaqué sans relâche les troupes coloniales, se donnent littéralement à elles après leur défaite. Pas une seule tribu ne se livrera sans combattre fièrement, mais, après avoir demandé l'aman, la paix, elles serviront fidèlement, au nom du sultan, le conquérant français qui jettera ainsi dans la bataille les tribus soumises contre les tribus insoumises. La ligne de démarcation entre résistance et soumission reste donc bien mince. L'armée d'Afrique, ainsi renforcée, est puissante. Les troupes sont équipées d'automitrailleuses, de fusils mitrailleurs, de mortiers, appuyées par l'artillerie et l'aviation. Malgré ce déséquilibre des forces, les combats sont acharnés. Mais en 1933, après 20 années d'une résistance farouche, le pays est pratiquement conquis. Reste une tâche de résistance au sud du Haut-Atlas, dans le Jbel Sahro, où les fameux combats du Bougafer de l'hiver 1933 vont voir s'affronter d'un côté les troupes coloniales et de l'autre les derniers résistants. Ces Aïtata du Sahro, menés par des chefs solitaires et intrépides tels que les frères Baslam, restent insensibles à l'énorme déséquilibre des forces et sont prêts au sacrifice. Le commandement décide donc en février 1933 de régler la question du Sahro. L'opération s'organise en une vaste manœuvre d'encerclement à partir de deux groupements. Celui de l'Ouest, aux ordres du général Katrou, se compose de 4400 partisans, 6 goums et la milice d'artillerie de Marrakech. Celui de l'Est, aux ordres du général Giraud, comprend 2000 partisans, 5 goums, 2 compagnies de la Légion, une saharienne et une de tirailleurs sénégalais, 2 escadrons de spahis, une batterie d'artillerie, un peloton d'automitrailleuses et 4 escadrilles d'avions, soit 44 appareils. Soit au total environ 60 000 hommes, pas tous au front certes, mais mobilisés pour venir à bout d'1 millier de guerriers, retranchés dans le massif du Bougafer, avec leurs familles, leurs tentes et leurs troupeaux de petits ruminants et de dromadaires. Au total, environ 4 ou 5 000 personnes, femmes, enfants et vieillards compris. Pour atteindre les lieux de ces combats héroïques, il faut dépasser Al-Nif, emprunter une mauvaise piste,
et continuer à pied sur des sentiers caillouteux. La bataille s'engage dans la nuit du 12 au 13 février, et assez rapidement, devant le déluge de feu et l'avance rapide des Goums, les assiégés se replient sur la cuvette de l'Imsaden, au cœur du Bougafer. Protégés par de puissants escarpements, ils contrôlent alors toutes les crêtes et les cheminées d'accès. Pour assurer un blocus efficace, les attaques se portent de tous les côtés. Le groupement de l'Ouest arrive au pied des aiguilles le 20 et descend sur Lakan ou Lili pour bloquer les sorties vers le nord et l'ouest. Tandis qu'à l'est, le sous-groupement de Bournazel, l'Homme Rouge, se hisse après de rudes combats le 21 février sur le Piton 1, que les aviateurs dénomment la Chapelle, puis le 23 sur le Piton 2. À cette date, l'état-major, considérant que l'encerclement est complet, déclenche alors une série d'attaques. Le 24, dans une nuit d'encre, les goumiers du 34e escaladent les cheminées qui mènent au sommet des aiguilles. Arrivés à 30 mètres des guetteurs, les chiens les repèrent et c'est la fusillade générale dans l'aube naissante. Les guerriers Aïtata aidés des femmes projettent des rochers sur les assaillants, dont certains, arrivant au sommet, sont poignardés dans de furieux corps à corps et repoussés dans le vide. La moitié des goumiers est hors de combat et sur les 7 gradés français, 3 sont tués, 3 sont blessés. Repli général au petit matin. Du côté des insoumis, comme on les appelle, la résistance s'est bien organisée. On creuse des abris sous roches pour se protéger des obus, on installe des postes de tir soigneusement cachés. Chaque nuit, malgré le blocus, des gens se faufilent entre les lignes pour assurer le ravitaillement. Mais chaque jour, les avions, relayés la nuit par l'artillerie, pilonnent les positions, détruisent les troupeaux et sèment la terreur. Lors des attaques, les guerriers se relaient car il n'y a pas un fusil pour chacun. Les hommes valides remplacent ceux qui se font tuer. La nuit, quand le baroud se calme, on insulte les officiers français. « On vous aura, chien de Roumi !» Ou les partisans « Vendus aux Roumis, vous n'êtes plus des musulmans, vous êtes des traîtres !» Aujourd'hui encore, on se moque de ces partisans vendus aux Français. C'était quelqu'un qui a perdu la nuit, et puis il a écouté la voix des personnes à côté de l'eau, près de l'eau. Il a crié, alors est-ce que c'est les... Est-ce que c'est les partisans ou les autres? Les autres, ils ont dit les partisans, exprès pour le faire venir. Alors lui, il a commencé à parler de son histoire, de son engagement, ses relations avec les Français. Il a dit, ça fait plusieurs années que je suis au militaire français, avec le militaire français et tout ça. Et il les avait dit qu'il lui reste une année pour avoir sa retraite. Il lui dit, c'est quoi la retraite? Il lui dit, tu restes chez toi, tu es payé, tranquille, tu fais rien. Et tout de suite, il l'ont tué.